Bienvenue à Ça fait longtemps que l'émission, j'avais pas tout fait le du monde, rare tout ça drum du un peu. drum. Oui, Yes! on a de l'énergie, beau, c'est la semaine de relâche. Qu'est-ce que tu veux de On était plus? Il y a bien en plein de mou, luttes à ça télé. va. On était bien en mou. Quoi que Tout Mathieu, en ça mou. nous manque, par exemple. Les petits sautes, là, c'est... je trouve sexy dans ton petit saut. Ça devrait Ton haut de revenir, saut, mettons, la parce qu'on sait semaine que t'as pas prochaine. Là, je le vais au bout. moins mettre une chemise. OK. Hey, Ouais, un messieurs, il s'est saut en tombé... mou. OK, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps cette semaine. On n'a pas eu le temps de revenir sur Elimination Chamber. Mais on va commencer par là parce que ça va nous amener aux événements de lundi dernier à Raw. Premièrement, c'était quoi votre appréciation générale de la soirée? Bon, du côté de SmackDown, victoire de Daniel Bryan, puis après ça, se fait squasher par Roman Reigns, qu'on s'attendait. Ça a été efficace, tout ça. Moi, j'ai aimé le Chamber match, puis au final, aussi le résultat de Reigns contre Bryan. Ben oui, Tout en même temps. Ça, j'ai commencé. Mais comme tu dis, François, j'ai trouvé ce match-là très, très divertissant. Je n'étais pas capable de m'enlever de la tête, par contre, justement, les commentaires que Stéphane avait fait la semaine d'avant, comme quoi peut-être que ça valait de moins en moins la peine d'organiser des événements spéciaux, des pay-per-view. Je pense que ce match-là aurait pu avoir effectivement lieu dans un SmackDown. C'était bon, mais tu sais, c'était pas vraiment, vraiment meilleur que ce à quoi on a droit sur une base hebdomadaire. J'ai trouvé que pas mal tous les lutteurs qui étaient impliqués avaient bien paru. Ils ont réussi à me faire croire quand même, surtout vers la fin du match, que Jey Uso allait l'emporter. Et là, je m'étais dit, ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ils font gagner Jey Uso, puis ensuite, il va juste comme se coucher immédiatement pour que son cousin puisse emporter la victoire facilement là, pour le championnat universel. Finalement, bon, ce n'est pas ça qui a eu lieu. On a donné la victoire à Daniel Bryan, ce qui était tout à fait ce qui me faisait plaisir aussi. Mais bon, comme on s'y attendait aussi, le match suivant n'a vraiment pas été long. Au moins, c'est visiblement la rivalité Daniel Bryan et Roman Reigns qui va nous occuper d'ici WrestleMania. En fait, en parallèle avec Edge, tout porte à croire que donc, voilà, Daniel Bryan va affronter Reigns à Fastlane, le pay-per-view qui sert le moins à quelque chose de tout sûr à faire par la WWE. Mais somme toute, bon match. Ils ont trouvé une façon assez inventive, j'ai trouvé, de faire ressortir Owens de ce match-là, comme fracturant le bras dans la porte de la chambre. Donc, ça fait en sorte qu'il a pu être éliminé sans nécessairement nuire à son personnage. C'est malheureux, par contre, parce que là, on comprend bien que c'est pas mal fini pour Kevin Owens dans le sommet de la carte de SmackDown, du moins pour les mois qui s'en viennent. On peut se consoler en disant qu'il a fait quand même du très bon boulot au cours des dernières semaines. Mais donc, oui, voilà, somme toute, excellent match. Sami Zayn, très, très divertissant, très drôle dans ça. Peut-être juste Baron Corbin qui était le maillon faible. C'est ça. C'est ce qui arrive aussi. Vas-y, Stéphane. Ah, vas-y, putain. C'est ça, c'est ce que Mathieu disait, tu sais. Ça marchera pas. Vas-y, Stéphane. Ça fait combien de temps qu'on fait ça, ce maudit podcast-là? On a l'air d'une gang d'amateurs. Go, Steph. On est Radio AM, quelque part en Abitibi. Non, mais c'est ce qui arrive, c'est que le Elimination Chamber avait la qualité de son défaut, c'est qu'ils ont booké les bonnes affaires. Ils ont fait des trucs intéressants pour WrestleMania, mais c'était tellement prévisible. C'est qu'on voyait les cordes avant même la soirée. Donc, oui, c'était une bonne soirée de lutte. Oui, c'était satisfaisant. T'sais, Roman Reigns a fait son travail. Daniel Bryan est allé mettre over Roman Reigns. Mais quand on vous a parlé de l'Elimination Chamber il y a 2 semaines, puis qu'on faisait l'avant-goût, c'est pas mal toutes les grandes lignes qu'on a tirées. Il fallait qu'il place tous les pions. Il fallait que The Miz cash in. Il fallait qu'on sorte Drew comme champion. T'sais. C'était tous des éléments que la compagnie devait faire pour installer WrestleMania. Là, ils ont décidé, OK, on fait tout ça à soir, on place nos trucs et c'est une béquille qu'ils ont depuis quelques années. Là, j'y vais de mémoire. J'ai pas fait mes recherches avant, mais ça avait été le même problème quand on voulait installer Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania. On est allé super vite. Goldberg devient champion. Bat Kevin Owens, pif paf pouf. Tu sais, il néglige l'espèce d'aspect histoire pour se dire, OK, on a une idée du poster qu'on veut pour WrestleMania. On veut voir ces deux faces-là sur l'affiche.
comment on arrive là? On a ça présentement dans nos mains. OK, on va faire ça, puis ça. Donc, c'est ça qui est dommage. Parce que oui, c'est du bon booking, ça devient le fun. Puis là, j'ai hâte à WrestleMania, parce qu'il y a des trucs intéressants qui s'en viennent. Des deux côtés, autant Raw que SmackDown, même si Raw demeure plus faible. Et ce Elimination Chamber-là était juste ça. Il y avait le main poker, puis ils ont reçu, mettons, la bonne carte pour faire « Hey, j'ai peut-être une straight, moi la jouer. » Et là, ils ont joué leur jeu. Au lieu de le prévoir, de ramasser le carte, de faire ça comme il faut. Fait que c'est le défaut d'une qualité, mais j'ai le goût d'être positif puis de dire c'était un bon Elimination Chamber. Autant les deux matchs que la carte au complet. La suite à Raw est intéressante aussi. On installe des bons combats. Je vais juste essayer d'oublier que ça fait un peu 3 mois qu'on piétine puis qu'on tourne en rond pour arriver à un mois et demi avant WrestleMania qui là devient intéressant. C'est le road to WrestleMania est commencé. Mais ça a été laborieux. Puis en plus, c'est sans surprise. L'apparition de Edge, le deuxième match de Roman, le match de Roman Reigns, dans le fond, après l'Elimination Chamber, ne sert qu'à ça. Amener Edge, nous confirmer le combat qu'on attend. D'ailleurs, Vince est piste que ça ait leaké. Et apparemment, à part les gros noms, personne n'est au courant de qu'est-ce qu'ils vont worker à Mania. Ça, c'est assez particulier. Dans le milieu de la carte, on a eu le match pour la ceinture des États-Unis, sans Jeff Cobb, qui était encore un peu blessé. Puis là, quand, dans une situation comme ça, Jeff on Cobb. remplace... excusez. Je sais, je les ai toujours mélangés. Il y a beaucoup de différences, pourtant. Si c'était un vrai lapsus. Je sais, mais je les mélange tout le temps. C'est pas de ma faute. Big Lee. Keith Lee. Big Lee. Allez chier. Donc, quand dans un triple threat, il y a quelqu'un de blessé et que tu sens la journée même le besoin de remplacer cette troisième personne-là, c'est qu'on sait que cette personne-là était là pour prendre le pin. C'est ce qui est arrivé. John Morrison a pris le pin pour Riddle pour permettre à Lashley de perdre la ceinture US sans perdre. Et après l'Elimination Chamber, victoire de Drew McIntyre que tout le monde avait prévu, qui n'était pas surprenante. Sauf que là, Lashley se pointe pour attaquer le champion pour Miz, qui vient cacher in. Comment vous avez vécu ça, ce moment-là, ce cash-in-là de la part de Miz? Ben, j'ai trouvé que c'était relativement inventif comme façon de gérer le cash-in, de faire le gros de la job par quelqu'un d'autre. Il faut dire que bon, ça a peut-être été déjà fait par le passé. Je n'ai pas vu tous les cash-in de Money in the Bank de l'histoire depuis que cette formule-là existe. Mais j'ai trouvé ça quand même très... sans être nécessairement surprenant, j'ai trouvé ça ingénieux et j'ai surtout aimé vers où ça menait pour la suite des choses. Ça fait en sorte que lorsque Lashley est devenu champion au début de cette semaine, j'ai vraiment eu l'impression que en l'espace de quelques jours, on a vraiment progressé, en fait, de la WWE, surtout même du côté de Raw, chose que j'avais pas l'impression qu'était le cas depuis longtemps. On se plaint généralement qu'on fait beaucoup de surplace. Là, les choses progressent. Puis même s'il y en a qui ne sont pas nécessairement des fans de Bobby Lashley, moi, j'avoue que maintenant, je suis beaucoup plus enthousiaste à un règne de champion de Bobby Lashley que je pouvais l'être par rapport à un règne de champion de Miz. Il faut dire que de Miz, je n'étais pas nécessairement fâché non plus. Je l'avoue en toute candeur, l'émission de TV qu'on écoute le midi, moi et ma blonde, quand on mange chez Miz and Mrs., qu'on a enregistré sur l'enregistreur numérique. Là, je veux dire, je demeure quand même généralement diverti par The Miz. Je sais que c'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour la compagnie, donc je trouvais ça bien de lui donner cette petite accolade-là. Puis même s'il a été champion pendant 2 semaines seulement, puis qu'il l'a perdu en tapant out, là. Un champion WWE qui perd sa ceinture en tapant out, ça fait comme extrêmement longtemps que je n'ai pas vu ça. Oui, on peut avoir l'impression que ça le fait paraître comme un faible, mais en bout de ligne, d'ici peu, tout le monde va avoir oublié ça. On va juste, à la fin de sa carrière, voir un règne de champion WWE de plus à son CV. Donc, lui, il sort quand même gagnant dans ça. Puis Bobby Lashley, j'avoue que je suis content. J'avoue que dans le roster de Raw présentement, c'est celui qui avait le potentiel d'être...
un peu remplacer la figure de Brock Lesnar, si on veut. Lesnar, là, il est plus sous contrat. Lui, il représente justement cette espèce de puissance brute qui peut être vraiment intimidante. Et depuis le début de Hurt Business, vraiment chapeau, on a très bien construit Bobby Lashley. MVP a complètement réinsufflé une nouvelle énergie à la carrière, non seulement de Bobby Lashley, mais aussi de Cedric Alexander, puis voyons, j'oublie Shelton son Benjamin. nom. Shelton Benjamin, voilà. Donc, MVP peut être très fier de son travail. J'avoue que de penser à WrestleMania et de me dire Bobby Lashley contre Drew McIntyre, c'est quelque chose qui, je pense, peut être assez vendeur. J'ai envie de le voir. Donc, oui, bravo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été enthousiaste comme ça par rapport à ce qui se passe du côté de Raw. C'est beau. Oui. Difficile de pas rien d'autre à rajouter que c'est beau? Non, mais Mathieu a mis le doigt dessus. C'était comme le genre de pacte avec le diable du Miz. C'était un peu le meilleur des scénarios dans une situation. Il s'était un peu peinturé dans le coin avec tout ça, le Money in the Bank du Miz et tout. Je pense qu'ils s'en sont sortis de la meilleure façon qu'ils pouvaient. Et c'est Nono. Ça doit faire 2 ans et demi qu'on le disait que Bobby Lashley, sa meilleure run, c'était avec la TNA quand MVP était son gérant. Ouais. C'était un méchant, qui était le champion du monde. C'est ça qu'on est en train de refaire, exactement. Ils ont juste, ça a pris tout ce temps-là avant qu'il allume, qu'il y avait tous les ingrédients pour faire la recette, puis qu'il était juste trop niaiseux pour la mettre dans le chaudron puis la faire cuire. Donc là, ça se passe. MVP est là, t'as les champions par équipe dans le clan. Lashley est probablement un champion de transition pour Drew, mais quand même, c'est important de le faire de la bonne façon. Et, tu sais, quand Frank tantôt parlait du fait que les talents ont même plus l'information, de mise à un podcast cette semaine a avoué qu'il a su qu'il allait cacher in son Money in the Bank en arrivant à l'Arena pour Elimination Chamber. Il s'est fait dire « Hey, c'est là que ça se passe. Tu deviens champion du monde. » Et avec la façon que ça a été fait, lui, c'est qu'on construit aussi l'éventuel combat contre Bad Bunny à WrestleMania, qui risque d'être un combat par équipe en impliquant Damien Priest, parce que Bad Bunny va faire 1 ou 2 spots, puis ça va être ça. Mais ça prend cette espèce d'acteur peureux-là que Miz est devenu, et qui lui fait vraiment bien. Il a commencé comme ça et il est en train de revenir à cette version-là, sauf qu'il y a 15 ans d'expérience en arrière de la cravate. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt que oui, il n'y a pas de vision à long terme, mais ils ont réussi à trouver un scénario le fun pour à peu près tout le monde, ce qui est un accomplissement. Puis là, oui, j'ai regardé des bouts de Raw, j'ai fait Lashley comme champion. Ça le fait. Il y a toujours le charisme d'une table, on s'entend, mais c'est un gros monstre avec une ceinture. Puis là, Drew McIntyre a une cible concrète de après Fastlane, c'est toi que je vais aller chercher. Donc, tu sais, c'est intéressant, c'est loin d'être parfait, parce que encore là, il y a plein de trous. Mais non, je suis comme trop positif avec la WWE. Ça sent une tempête. Là. Je pense que l'hiver n'est pas fini. Là. On va avoir un autre passé. Ça sent bien. Tu sais, qu'il soit pas top au micro, c'est pas grave, parce qu'en même temps, il y a MVP pour faire ce job-là. Puis au final, au moins, c'est un peu rafraîchissant. Tu sais, Drew, on vit avec Drew comme champion depuis un bout. Et ça fait toujours du bien aussi, des fois, d'aller ailleurs. Fait que, au final, j'ai senti un... Vas-y. Il pourrait devenir 3 fois champion en dedans d'un an. Je sais pas si le but, c'est de le construire un peu comme ça. Ouais. Mais s'il regagne un WrestleMania, ça devient un triple champ. Donc, je pense qu'il mise vraiment beaucoup sur Drew. Il est quand même encore jeune. Il a clairement le physique. Là, si je me fie à la réaction de ma blonde, elle le voyait une fois de temps en temps, puis elle est juste comme « c'est tombé un monstre. » Il est tombé clairement plus gros puis plus fort que tout le monde. Il s'est construit son brand, puis là, il est capable de taper dans l'imaginaire des fans occasionnels. Parce que là, il arrive, puis il crée ce « Oh shit, c'est quoi ce dude-là? » Ça, c'est bon pour eux autres d'avoir ce genre de champion-là. D'ailleurs, la célébration de Lashley, de The Almighty comme nouveau champion a été assez forte sur les médias sociaux. On a presque senti, parce que dans la lignée du championnat de la WWE, les champions de race noire, il n'y en a pas des centaines. Ouais, c'est ça. On a presque senti une... Je dirais pas qu'on est allé, mais
qu'on avait presque envie de l'amener de l'autre côté. Est-ce qu'on peut s'attendre à un double turn, peut-être, entre lui? Est-ce que c'est peut-être pas la coronation de Drew une autre fois, mais plutôt le double turn et Lashley qui prend cette position-là de face de la compagnie? Ben, j'ai l'impression que c'est que depuis le début de Hurt Business, on a quand même l'impression que la faction au complet sont bookés comme des tweeners. Tu sais, des fois, ils jouent le rôle des gentils, des fois, ils jouent le rôle des méchants. Et même là, si on regarde le main event, The Miz était clair, même si les deux sont officiellement des méchants, The Miz était clairement le heel là, dans cet affrontement-là. On voulait que The Miz perde et que Bobby Lashley gagne. En plus, généralement, quand il y a là, c'était un match Lumberjack, donc le ring était entouré d'autres lutteurs. Ça donne... Les autres lutteurs sont quand même pas montés sur le ring pour monter Bobby Lashley sur leurs épaules en disant c'est notre champion, maintenant on est tous derrière lui. Mais ça donnait l'impression que le locker room était quand même derrière le champion. Mais de là à dire que peut-être qu'on verrait un double turn, je suis pas certain. Je pense que Drew McIntyre est clairement meilleur en gentil qu'en méchant. Mais c'est intéressant de voir que Bobby Lashley a cette capacité-là de jouer sur la ligne. Mais je pense que là, d'ici WrestleMania, il risque d'aller vraiment plus du côté méchant là, pour qu'on ait comme un clash clair entre les deux. Ben, on dit que Drew est meilleur en gentil qu'en méchant, mais on l'a pas tant vu en méchant. On l'a vu avec la League of Nations et ces patentes-là qui marchaient pas pantoute. Mais le Drew McIntyre, dans sa forme actuelle, méchant, non. Fait que, Frank soulève un point, je sais pas si c'est ça le plan. Il nous laisse des indices qui pourraient le faire, mais c'est pas tout le temps le genre de la WWE d'être réactif à ce que les amateurs demandent. Donc là, si les gens décident sur les médias sociaux que Hurt Business serait le porte-drapeau pour la communauté puis quelque chose d'intéressant, ça veut pas dire qu'ils vont être réactifs parce qu'ils nous l'ont démontré des centaines de fois. Ils sont capables d'être tone deaf à ce qui se passe autour quand ils décident de faire un truc. Par contre, c'est vrai que la réaction est super forte et Mathieu l'a dit, Hurt Business, c'est une promo puis une interaction d'en faire un groupe plus gentil que méchant. Ça serait facile. Tout va dépendre de comment ils installent Drew McIntyre. S'ils font juste le refaire gagner, ils battent tout le monde, that's it. Si, mettons, à Fastlane, ils mettent des bâtons dans les roues qui construisent une frustration par rapport à ça et que là, ils arrivent à WrestleMania comme le méchant, ça serait facile à faire et ça serait peut-être même plus intéressant à le faire. Sauf que là, tu retarderais le règne de Drew qui va la reprendre éventuellement pour la donner à Bobby. C'est Frank l'a soulevé, des champions noirs, il n'y en a à peu près pas eu. Et là, le timing est bon, est relativement bon. Ils ont comme 3 semaines, je pense, là, qui ont mis leur documentaire sur les APA et notamment Ron Simmons. Que là, c'est revenu un petit peu sur le sujet, le premier règne de champion du monde de Ron Simmons, qui a officiellement été le premier champion de la WCW noir, mais tu sais, que c'était une joke à l'époque. Là. C'était comme, il y avait un personnage de valet qui recevait une chance un peu comme Rocky par Apollo Creed, là, juste parce que c'est un jambon qu'on pige dans un chapeau, puis qui finit par gagner, puis il l'a eu quelques semaines. Donc, tu sais, c'est comme un peu paradoxal de voir qu'en 30 ans, c'est le chemin qui a été fait, parce que là, tu as un champion qui est vraiment dominant, et quand tu enlèves The Rock de l'équation, champion noir, c'est sur une main que ça se compte, là, et ouais, ça pourrait être un moment de faire quelque chose d'intéressant, mais la WWF reste Vince, et Vince reste très vieux et très ancré dans ses vieilles façons de faire, c'est-à-dire, c'est un peu monarque. Donc, je suis pas très optimiste. Je vous amène ailleurs. Grosse rumeur qu'on a entendue cette semaine, c'est pas confirmé encore, mais apparemment, on peut prendre ça pas mal comme du cash. NXT quitterait les mercredis soirs pour s'en aller les mardis. Stéphane, est-ce que c'est une acceptation de défaite de la WWE ou c'est une victoire de la All Elite? Non, c'est ni un ni l'autre. C'est, dans le fond, on a commencé à avoir de l'info qui, ce matin, là, l'info a commencé à se clarifier. C'est done deal. Ça va se faire en avril. Le véritable enjeu, c'est à cause que pas Fox Sports, le réseau sportif NBC Sports ferme ses portes et le hockey de la Ligue nationale déménage
sur la grande chaîne. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'argent des commanditaires du hockey est plus intéressant pour le réseau. Et le réseau a demandé d'avoir la case du mercredi soir pour avoir ces commanditaires-là, parce qu'il y a des gros affrontements au hockey. Le mercredi, c'est une journée flagship aux États-Unis pour le hockey. Et c'est pas mal juste ça. Il y a peut-être aussi, tu sais, peut-être que le fait que la guerre du mercredi fonctionne pas, ils se sont pas battus pour avoir leur point puis garder le mercredi soir, mais c'est de ce qu'on en sait, c'est à la demande du réseau d'avoir le mercredi soir de libre pour avoir l'argent publicitaire du hockey, et le mardi, au niveau de la lutte, était comme ouvert, il n'y avait pas d'opposition des autres sports, et donc ça leur garantissait de rester en direct et d'avoir leur case horaire fixe. Fait que c'est malheureusement la fin de la guerre du mercredi soir, mais elle est un peu provoquée par la fermeture d'un poste de télé qui bouscule tout le monde du côté NBC. Puis comme NXT est une marque très forte, si ça avait été Raw, je pense que ça n'aurait pas bougé. C'est vraiment juste parce que c'est NXT qui est la marque la plus faible de la WWE, donc qui ont probablement de la misère à vendre de la publicité sur cette marque-là parce que les codes d'écoute sont basses. Mais tu sais, Raw ou SmackDown n'auraient pas bougé pour le hockey, parce qu'aux États-Unis, le hockey n'est pas super fort, mais un NXT va bouger pour le hockey parce que les codes d'écoute sont similaires, mais l'argent publicitaire est supérieur du côté de la LNH. C'est quand même malheureux qu'on apprenne ça une semaine après qu'enfin on puisse, au Canada, commencer à écouter NXT live sur ce Sportsnet 360. Je ne sais pas dans quelle mesure, justement, ils vont continuer, Sportsnet va eux-mêmes s'ajuster pour le diffuser en direct le mardi. Oui, on le sait déjà. Ce deal-là reste, c'est vraiment juste, eux autres ont fait le droit d'acquisition et ils vont déplacer le mardi pour nous autres. Donc, moi, ça va me permettre d'écouter les deux. Fait que quand on va enregistrer le podcast, on va avoir NXT puis on va avoir Dynamite. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Malheureusement, souvent, présentement, on ne l'avait pas vu d'NXT, le show de NXT, quand on arrive à l'enregistrement. Merci, Stéphane, d'avoir pris ma question super polarisante et de l'avoir ramenée dans une réponse super plate, super downer. Et ça, c'est bon, c'est fun. Je vais vous amener justement de l'autre côté du mercredi. All Elite Wrestling, c'est Revolution en fin de semaine, dimanche le 7 mars. Premier pay-per-view depuis un petit bout parce qu'on garde cet horaire-là le plus espacé du côté de la All Elite. Je pense que c'est quelque chose de positif. Ça nous donne ça donne plus de temps pour bâtir. Puis là, on a une belle grosse carte bien remplie. Je veux qu'on commence du côté de la division par équipe. Là, les Young Bucks défendent contre le Inner Circle, Jericho et MJF, après qu'on ait attaqué Papa Box la semaine passée. On sait que dans le ring, ça va être écœurant, ça risque d'être un très bon match. Puis je serais pas surpris que ça soit tôt sur la carte. C'est une belle manière peut-être de partir la soirée même. Ouais, c'est pas bête ça. Comme si c'est pas le premier combat, ça va être dans les premiers combats parce que la rivalité est en feu. Tu sais, hier, ils ont fait le conférence de presse, pré-championnat, ça a fini en bordel avec un spot de table, puis tout ça. C'est correct. On voulait une altercation entre les deux équipes. Il n'y en avait à peu près pas eu. Puis là, tu mets la main sur le père des Bucks. Forcé d'admettre que tu es obligé d'avoir une réponse. Là. Tu peux pas être les champions et juste dire « Oh, vous avez frappé mon père. » On règle ça dimanche. Mais non, ça marche pas de même. D'ailleurs, parenthèse, le père des Bucks, qui semble-t-il était prêt à faire une vraie blade job, là. Je pense que c'était la semaine passée qu'il a saigné. Il voulait s'ouvrir le front, mais il a dit non, utilise du faux sang. Donc quand même un trooper, Papa Buck. Il comprend la game. Ça m'a juste donné le goût de lire la bio des Young Bucks. Ça, c'est le livre de l'année selon plusieurs observateurs de la lutte. Ça a l'air que c'est vraiment cool. Donc, tu sais, Frank, il lance avec ça, puis c'est juste une démonstration que le Revolution... Ouais, c'est Revolution, le nom du pay-per-view en fin de semaine. La carte est tellement forte qu'on peut commencer à parler du championnat par équipe. T'sais, on n'est même pas dans le portrait de championnat du monde. On fait juste dire « Hey, cette rivalité-là est malade. » Parce que tout ce que l'Inner Circle fait, c'est bon. Avec, tu sais, Sammy Guevara, c'est pas qu'il va pas avoir son mot à dire dans ce combat-là. T'as tous les autres membres du Inner Circle. Interviennent-tu pas? On fait quoi avec le Bullet Club, les Good Brothers qui tournent autour des Young Bucks, puis il y a une petite friction. Ils interviennent-tu pas? Fait que moi, j'ai plein de possibilités pour un championnat par équipe que ça fait quand même pas si longtemps que ça que les Bucks ont. Donc, un changement rapide ça pourrait être un changement dynamique parce que All Elite a évité ce piège-là jusqu'ici d'aller dans les changements très rapides, à part le championnat TNT, qui a un petit peu de jonglage avec la santé de John Huber. Les champions, quand ils capturent un championnat à All Elite,
c'est pour un petit bout. Donc, moi, je suis vraiment curieux de voir parce que, oui, au début, quand le match s'est annoncé, j'assumais les Young Bucks vont gagner, on va continuer à construire ça jusqu'à un affrontement plus tard cet été, puis là, peut-être qu'ils vont perdre. Mais là, avec les indices qu'ils me donnent, avec les portes qui se sont ouvertes, comme, si on veut construire les Young Bucks comme une figure sympathique, on pourrait les faire perdre, là, et comme qu'ils s'en font passer une vite par plein de monde. Puis là, après ça, tu peux rebâtir tes Young Bucks comme la grosse équipe gentille, parce que là, ils sont un peu coincés entre les deux. Ils sont coincés avec The Elite, sont coincés avec leur volonté d'être un peu à part. Tu sais, il y a une position qu'il faut que les Bucks prennent. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont se la faire enfoncer dans le fond de la gorge. Fait que soit ils vont se faire aider à gagner, puis ils vont devenir des méchants malgré eux, soit ils vont perdre par une tricherie quelconque, puis là, ils vont devenir l'espèce de victime d'une conspiration. Mais le drama qu'ils ont réussi à construire avec tout ça, puis je parle à peine de ce que Jericho a fait, honnêtement, c'est vraiment de la bonne histoire. Mathieu, je veux t'entendre sur... Non, attends un peu. Je peux pas parler une demi-heure chacun sur chaque combat, ça marche pas de même. C'est moi qui décide de quoi vous parlez. Ça marche. Mathieu, je veux t'entendre sur les vieux bonhommes. Dans le pay-per-view, retour dans le ring de Sting avec Darby Allin contre Team Taz. Hier à Revolution, Tully Blanchard était dans le ring avec FTR. Et comment tu vois ça, cette vieille génération-là qui revient dans le ring là, dans le ring de la All Elite? Ben, tu sais, je sais qu'il y a bien des fans que ça vient fâcher parce qu'ils se disent hey, c'est censé être la fédération des nouveaux lutteurs de la relève, etc. Puis là, on retombe dans des vieux pièges dans lesquels la WCW était tombée par le passé. Moi, honnêtement, ça me dérange pas vraiment. Je trouvais ça divertissant de voir Tully Blanchard. Moi, honnêtement, le Tully Blanchard, c'était mon baptême de Tully Blanchard dans le ring. Je sais, bon, qu'il a fait partie c'est ça, je sais qu'il a fait partie des Four Horsemen et tout, mais là, c'est la première fois que je le voyais, ce badge. Je sais qu'évidemment, à l'âge où il est loin d'être en mesure d'offrir une performance athlétique à la hauteur de ce qu'il a pu nous offrir par le passé. Cela dit, ben, je trouve ça quand même, je trouve ça correct. Je trouve que ça a été bien fait. Sting, je m'attendais pas à le voir se battre, comme je l'avais dit il y a là quelques semaines. Là, finalement, on se dirige vers ça. Je pense que ça va être, tu sais, c'est à chaque fois dans des contextes où on vient les protéger. Puis c'est pour faire plaisir aux fans nostalgiques. Au moins, le problème, ça serait si c'était ces lutteurs-là qui étaient au cœur de la programmation hebdomadaire de AEW, mais c'est pas le cas. C'est juste des petits nananes qui sont offerts comme ça au public pour faire plaisir. Alors, dans ce cas-là, moi, ça me dérange pas. À chaque fois, je suis un petit peu craintif. Je sais pas, Tully Blanchard, il a quel âge, mais il doit avoir proche de 70, je dirais. T'as aussi Sting, il est comme mi-soixantaine. Sting, de le voir prendre un powerbomb il y a de cela quelques semaines, j'avoue que j'ai serré les mâchoires un petit peu. Cela dit, il va prendre un ou deux bumps importants lors du pay-per-view en fin de semaine. Puis sinon, c'est Darby Allin qui va faire le reste de la job. J'imagine que Sting va donner des coups de batte de baseball. Puis ça va être pas mal ça. Puis honnêtement, ça me dérange pas. De voir Tully Blanchard faker qui était pour faire un dive entre les cordes. J'avoue que j'ai comme accroché. Je fais comme, hey, tu me niaises? Il va-tu faire pour vrai? Finalement, il enchaîne ça avec un petit strut à la Ric Flair. C'était parfait. Donc, non, tant mieux. Ça me dérange pas. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Tully a été bien utilisé dans ce combat-là. Stéphane... J'allais le dire en plus. Ah. Oui, vas-y. C'est un tournoi, honnêtement. On a un affrontement frais au moins. Tu sais, on la connaissait pas du tout, l'aspirante japonaise. Fait que, c'est pour ça, chapeau, parce que j'avais peur qu'il retombe avec encore le même affrontement qu'on a déjà vu, puis qui avait pas été bien bon, parce que, tu sais, la division féminine de la All Elite, ils essayent bien fort, ils veulent nous construire, mais tu sais, Hikaru Shida est championne et abat tout le monde.
Donc, à chaque fois que c'est Abaddon qui avait amené d'une autre fédération pour être l'espèce de super méchante, ça n'a pas marché. Là, tu sais, t'as le Britt Baker qui tourne un peu autour, mais il n'y a comme pas de hiérarchie claire. Donc là, tu fais un tournoi et tu donnes ça à Ryo Mizunami, qui a gagné le bracket du côté du Japon. Et je la connais pas. Je l'ai jamais vraiment vue, à part dans ces petits extraits du tournoi-là et dans le combat d'hier. Donc, je suis curieux. Ils ont fini ça de la bonne façon. C'est un petit affrontement musclé dans le centre du ring, mais faudrait qu'ils commencent à la relancer pour vrai. Là. On n'en a pas parlé encore, on va en parler. Paul White arrive, puis il va y avoir une nouvelle émission sur le web. Donc là, tu vas avoir Dark, puis tu vas avoir leur nouveau truc sur YouTube, plus ce qu'ils font à TNT. Là, il est plus que temps qu'ils donnent de la place pour de vrai à la division féminine parce que c'est plate. Comme que je vous parle, puis que je suis obligé de regarder le nom de la championne parce que je n'étais pas sûr de son prénom. C'est juste une démonstration que la division n'est pas assez montrée dans l'émission. Elle a toujours un spot ingrat autour de 45 minutes dans l'émission entre 2 pubs puis 2 segments creux. Il serait temps qu'il se trouve, une vedette, puis 2, une raison d'être. Et on n'en a pas parlé, mais je pense que leur vedette était dans le premier combat de la soirée hier à Dynamite. Oui, je le garde pour la fin. Je suis d'accord avec toi. Suspense. Oui, suspense. Teaser le monde. Parce que pour vrai, juste le petit affrontement après la victoire de Mizunami, on s'est échangé une couple de coups. Puis moi, c'était juste assez pour faire comme OK, ça peut être stiff et très intéressant ce match de championnat-là. Donc, moi, j'ai hâte. On sait que ces noms-là, ces japonaises-là qu'on ne connaît pas, qui arrivent ici, puis des fois, nous prennent par solide surprise. On peut en nommer plusieurs qui sont devenus des gros morceaux en Amérique en provenance du Japon. Donc, très intéressé à ce match-là. Mathieu, Adam Page, Matt Hardy contre un big money match. Je n'ai pas le choix de te lancer la question parce que c'est toi le big money ici dans le podcast. Ben, écoute, j'étais content de voir que Adam Page est encore relativement proche de Dark Order. Il a refusé leur offre il y a de cela quelques semaines pour continuer le voler de ses propres ailes, mais le lien n'est pas complètement scindé. Je continue de m'accrocher au rêve de voir un jour Adam Page embrasser son côté sombre, mais c'est sombre, mais festif en même temps, Dark Order. Donc, j'espère le voir aller de ce côté-là. Sinon, Matt Hardy, j'avoue que j'ai fini par déchanter de lui et je suis plus vraiment capable de m'investir dans ces matchs. J'ai l'impression que ça va être une victoire relativement facile de Adam Page, mais j'avoue que c'est, à mes yeux, une histoire assez secondaire de Dynamite, puis c'est pas l'histoire que j'ai suivie nécessairement avec le plus grand intérêt. Souvent, ils réussissent à m'arracher un sourire en coin, mais ça se limite à ça. Pour moi, le gros payoff, comme je le disais, c'est si Page finit par rejoindre The Dark Order éventuellement. Pour l'instant, avec John Silver, on se contente de ça, mais j'espère plus. Bon, il y a plusieurs autres matchs sur la carte qu'on n'a pas besoin de faire le tour nécessairement. Le Rio Thunder Rosa qui affronte Britt Baker et Rebel. Ça va être ce que c'est. Un Casino Tag Team Royal Battle là, pour un futur match de championnat par équipe. Ça va être ce que c'est. Miro Kip-Sapien contre les Best Friends. Encore là, ça risque de nous donner un match intéressant. On est tranquillement en train d'essayer d'établir Miro comme étant quelque chose qu'on va peut-être établir comme un plus gros joueur dans le futur. Je vais vous amener sur le Face of the Revolution, match d'échelle pour une chance au titre. On a Cody Rhodes, Scorpio Sky, Panta El Zero Miedo, Lance Archer, Max Carter et une autre personne à déterminer. Le concept du Money in the Bank a été payant dans le passé pour la WWE. Pas cette année, ça a été une grosse erreur avec Otis et finalement de Miz. Où on s'en va, vous pouvez y aller chacun votre tour, Stéphane. Où on s'en va de ce côté-là? À qui considérant que Rhodes a dit qu'il y aurait un heel turn facile pour lui en le ramenant autour de la ceinture quand il n'est pas supposé y retourner. Ou de ton avis pour ce combat-là? Je sais pas, ils ont un beau terrain de jeu pour voler le spectacle, parce que là, ils ont
ils ont le casting pour avoir un combat super diversifié parce que t'as pas juste des high flyers, t'as Lance Archer qui va être là pour les spots de puissance, t'as Cody pour l'aspect plus technique. Tu te gardes une place ouverte pour une surprise, peut-être, un nouveau venu à All Elite ou un retour. Honnêtement, je pense que c'est le temps de donner une poussée dans le dos à Rey Fénix. De plus en plus, là, on lui donne des spots avantageux. Le Triangle of Death en le vent dans le dos. Ben oui, donc c'est Pentagon Zero. C'est Lance Archer qui a gagné, c'est Pentagon. C'est vrai, je me suis trompé. C'est Pentagon qui est dans le combat, tu sais, vois-tu? Mais tu peux mettre Rey Fénix dans le TBA. Je pense pas qu'ils vont le faire parce que Lance Archer a gagné la qualification, mais remplace Rey Fénix par Pentagon Zero. Triangle of Death, il faut que tu fasses de quoi avec eux autres. Là, ils ont squashé une équipe à Dynamite. Ils vont pas aller vers le championnat par équipe parce que l'équipe, c'est les Lucha Bros. Puis ça a déjà été ça. Donc, si tu veux que le Triangle of Death se démarque, tu peux aller avec un des trois qui va chercher une ceinture et ça sera sûrement pas Pac. Parce que là, Pac, lui, il est un peu partout. Il tourne autour de Moxley, il tourne autour de tout le monde, mais il n'est pas encore dans un portrait de ceinture. Tandis que Pentagon est un petit peu négligé des trois. Il pourrait voler le show. Et en plus, dans ce genre de combat-là, ils peuvent intervenir, ils peuvent avoir de l'air à l'extérieur. Ils sont pas heel, fait qu'ils vont peut-être pas aller là. Mais on va avoir en anglais, c'est un barn burner, là, en français, je sais pas trop, là, quelque chose, une pétarade spectaculaire. Et une grange qui brûle. Ça peut. Ouais, une grange qui brûle. Donc, ça va être le match à soirée. Peut-être pas. J'ai des réserves, j'ai peut-être un autre match que je pense qu'il va voler le spectacle, mais celui-là va donner le ton à la division parce que Darby Allin, là, je vais être plate, je vais être pisse-vinaigre, mais ça m'intéresse pas tant que ça, son règne de champion TNT. Il est pogné dans l'ombre de Sting, ça colle pas tant que ça avec Team Taz, il se fait juste taper dessus tout le temps. Peut-être que le combat dans la fin de semaine va me faire mentir, puis là, il va avoir un champion Darby qui ressort, mais un coup qu'il l'a gagné, la seule histoire qui reste à raconter avec Darby, c'est comment il va la reperdre. Parce qu'il n'est pas dominant, il n'est pas conquérant, il n'a pas une direction claire, il est juste un peu à l'écart, il bougonne dans son coin, il arrive avec son skate. Il y a de quoi que j'aime pas. C'est le Stéphane de l'All Elite. Peut-être. C'est le Stéphane de l'All Elite. Juste mentionner que Pac et Rey Fénix sont dans la bataille par équipe. Ils sont bookés dans ce combat-là, donc est-ce qu'on va faire une double utilisation d'un des deux? C'est pas impossible. Mathieu, est-ce que tu abordes dans le même sens, plus pour une victoire, peut-être plus de Pentagone, ou tu penses qu'il y a peut-être une autre direction? Ouais, mais moi, je garde en tête, même si c'est pas pour le même championnat, je garde en tête que Lance Archer, il y a de cela quelques mois, avait gagné une bataille royale qui le destinait à une rivalité contre Jon Moxley. Finalement, il est tombé malade, je pense qu'il a attrapé la COVID, puis il s'est fait dépasser par l'autre gars, là, j'ai oublié. Voyons, je suis tombé pas bon avec les noms aujourd'hui, en plus que ça m'a découvert de l'année, Eddie Kingston, voilà. Donc, il a comme perdu sa place en raison un peu d'un concours de circonstances. Je verrais un match comme celui-ci comme une bonne occasion de lui de le remettre dans une rivalité pour un championnat. Donc, je pense que Lance Archer pourrait être un bon choix. Sinon, justement, le point d'interrogation dans ce match-là, je ne peux pas faire autrement que d'essayer d'établir un lien avec ce que Paul White, qui d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de parler de ça, mais Paul White à AEW, what the fuck, mais il a pris la parole justement cette semaine. Comment? Gardez ça pour la fin, way to spoil mes sujets de fin de show. Bon, c'est parce que je trouve que ça peut être lié à ça, parce qu'il a dit à Revolution, il va y avoir comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui serait digne du Hall of Fame. Donc, tu sais, peut-être que ça pourrait être dans ce match-là. Évidemment, digne du Hall of Fame, ça peut être... il y a beaucoup d'options, mais... Tu sais, Christian s'est préparé à un retour dans le ring. Il était là pour le Royal Rumble. On s'attendait à le voir utilisé peut-être sur une base hebdomadaire pour la suite des choses. Ça n'a pas été le cas. Il semble être un petit peu dans les limbes. Donc, ça pourrait être peut-être une option Christian qui apparaît à AEW donc en fin de semaine dans ce match-là. C'est l'hypothèse que je lance comme ça. Peut-être. J'en ai une autre. Ça peut être intéressant. Oui, vas-y, Stéphane. Ouais, j'entends des rumeurs sur Mark Henry depuis quelques jours. Ça a l'air qu'il est en forme, ça a l'air qu'il veut revenir.
il n'est pas lié contractuellement à la WWE. C'est ça le problème, c'est que là, il faut regarder les contrats, qui est là, qui n'est pas un booker ou un agent. Je pense que Christian a un contrat avec la WWE, même s'il n'est pas utilisé. Donc, tout ça est nébuleux, mais regarde, on va le dire tout de suite, c'est pas CM Punk, c'est pas l'Undertaker. Ajustez vos attentes. Ça se pourrait. Quand tu teases en disant Hall of Fame caliber, on sait que le Hall of Fame de la WWE est large longtemps. Ça peut juste être un gars qui a remporté 2 championnats du monde puis qui a eu une carrière de 15 ans, puis il se mériterait une place. Tu sais, Coco Beware est dans la discussion puis des trucs du genre. Donc, le Hall of Fame, là, c'est juste une façon de te rendre quelque chose qui est probablement pas si gros que ça, un peu plus gros. Modérez vos attentes parce que vous allez être déçus. Match principal de la soirée. Non, absolument. Rendu là, tout a été dit. Kenny Omega, Jon Moxley, Exploding Barbed Wire Deathmatch. On en a déjà parlé. Il faut s'attendre à quelque chose d'une violence assez inouïe. Ouais. Là, Mathieu, as-tu vu la vidéo? Oui, vas-y. Ben oui, j'ai vu la vidéo. En fait, j'ai vu quelques vidéos au cours des dernières semaines. Ça a comme piqué mon intérêt. Puis, je me sens encore le cœur un petit peu sensible par rapport à ça, mais je vais donner la chance aux coureurs. Là, de ce que j'ai compris dans le vidéo package qui a été offert par Dynamite hier, on a fait intervenir une des légendes de ce type de match-là, donc au Japon. Je sais qu'il y a bien des gens qui ont marqué devant leur TV. Moi, j'avoue, je fais comme je le connais pas. J'imagine qu'il a déjà fait des matchs du genre. Mais en fait, peu importe les stipulations qui entouraient un match Moxley contre Omega, c'est sûr que je serais enthousiaste à voir ce qu'ils ont à nous offrir. Et là, ben, étant donné que c'est une stipulation que moi-même, je n'ai jamais eu l'occasion de savourer au cours de ma vie de fan de lutte, eh bien, je pense que ça réussit à disons, allumer encore plus la flamme de l'intérêt. C'est une drôle de formulation, mais gars, je vais la garder parce que dans la vie, il faut s'assumer. Donc, ça allume en moi la flamme de l'intérêt. L'explosion de l'intérêt, voilà, étant donné que ça serait cohérent avec le match. Sauf que la seule affaire que je sais à dire, par contre, c'est que, on présente ça comme étant un exploding barbed wire match. Puis je comprends qu'il faut faire attention à la sécurité des lutteurs, mais dans tous les extraits que j'ai vus, les explosions en question, ça avait plus l'air d'un pétard à mèche qui fait comme paf. Là. C'était pas quelque chose de vraiment spectaculaire. Donc peut-être qu'ils vont réussir à m'en donner davantage pour mon argent ce dimanche. Mais pour le côté, disons le côté barbed wire m'intrigue plus que le côté explosion. Stéphane, est-ce que ça peut être un red herring? Est-ce qu'on peut nous livrer un combat qui n'est pas un deathmatch d'une violence ou inouïe, ou tu penses vraiment qu'ils vont là et que sur la télé nord-américaine, on va réellement avoir un vrai deathmatch? Non, je pense pas que tu peux aller aussi loin que ça. Oui, tu ramènes Onita pour en parler, puis lui, Onita a poussé la barre vraiment loin du côté du Japon. Mais Mathieu l'a dit, il devient blême juste à regarder les vidéos de présentation des Exploding Barbed Wire Match. Comme Mathieu a dit, les explosions, oui, c'est souvent juste de la boucane puis un peu de bruit pour faire l'effet. Attendez-vous à du sang. Ça, je pense qu'il va en avoir beaucoup. Le Moxley et Omega vont pas s'épargner parce que les barbelés, il y a 2 façons de le faire. Soit tu en prends des vrais puis tu assumes ce qui va arriver, ou soit tu en prends des vrais mais tu coupes les bouts. Tu minimises les blessures, mais tu vas quand même te couper pendant le combat pour faire du sang. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont avoir un heureux mélange des deux. Si Moxley sort son bâton de baseball, ça va vraiment être du faux barbelé qui est autour. Mais les planches avec des tables, puis tout, il y a des bonnes chances que ce soit du vrai barbelé, puis qu'on va avoir des dos lacérés et tout ça. Donc, on va avoir une version 13 ans et plus, peut-être. Okay. Ça. Je pense que ça va être violent. Mais pas Onita et Terry Funk au Japon dans les années 90, que tu voyais des bouts de peau qui pendaient dans leur face. Là. Donc, je pense qu'on n'ira pas là. Attention, là, tu dis 13 ans et plus. Là. Starship Troopers était 13 ans et plus, puis c'était vraiment gore. Donc, faut faire attention avec les ratings comme ça. Rapidement. Le 13 ans et plus, c'est large. Omega. Tu peux pas arrêter cette histoire-là tout de suite. Pas avec... Le partenariat avec la New Japan, avec... je pense que c'est juste le rematch qu'il fallait donner à Moxley parce qu'il était champion pendant 1 an, mais tu le fais perdre dans un espèce de combat de débile mental.
puis après ça, tu l'envoies faire d'autres choses, parce que Moxley est comme cet électron libre-là que tu peux envoyer dans d'autres rivalités sans trop bousculer ta hiérarchie, puis Omega a besoin de gagner, parce que c'est ça qui marche le plus. On a parlé des angles par équipe, on a parlé de Sting et tout ça, mais ce qui marche le plus à Dynamite, c'est Omega qui se promène du côté d'Impact, c'est les rumeurs avec le Japon, c'est Kenta, donc tu peux pas casser ça tout de suite, ça vient de commencer. Là. 100% d'accord. All right. Je vous amène à hier soir. L'affrontement de Cody Rhodes et Red Velvet contre Shaq et Jade Cargill, whatever, je ne sais pas comment le prononcer. Certains médias de lutte l'ont déclaré comme étant le meilleur combat de l'année. C'est de l'hyperbole, je pense, pour au final exprimer que Shaq s'est pointé dans le ring, n'a pas du tout mal paru. Il a l'air d'un gros monstre. Puis on a établi ces deux filles-là comme étant déjà là, sky's the limit dans la division féminine. Je pense qu'on peut aller loin du côté de ces deux participantes-là. Ouais, moi, je trouve que c'est elles qui ont volé le show dans ce match-là. Bon, évidemment, il y a comme le spot de table à la fin qui était surprenant. Je pense que personne ne s'attendait à voir Shaq prendre un aussi gros bump que ça. Mais sinon, d'un point de vue de performance de lutteur, on s'attendait au pire. Il a mieux paru que ce à quoi on s'attendait. En fait, il a pas mal paru, donc c'était une grande victoire pour lui. Mais j'ai l'impression... Étant donné qu'à la AEW, on savait que ce match-là, surtout placé en début de gala, était le match qui allait attirer le plus de téléspectateurs, probablement, ne serait-ce que pour l'attractivité de Shaq. Je pense que c'est pas anodin qu'on ait mis ces deux filles-là relativement inconnues dans le match. C'était un showcase pour elles, je pense, surtout, et elles ont été à la hauteur de la situation. Effectivement, moi, depuis le début de AEW, leur division féminine n'a jamais réussi à m'accrocher vraiment. Bon, il y a eu des petits moments de lumière de temps en temps, mais de façon globale, comme vous le disiez de cela pour pas longtemps, c'est assez peu intéressant. Mais là, d'avoir vu ces deux filles-là se battre, j'ai envie d'en voir plus d'elles. Donc, quand vous disiez que peut-être que la prochaine grande vedette féminine se trouvait dans ce match-là, ben, j'ai tendance à abonder dans votre sens. Je ne sais pas laquelle des deux, peut-être Cargill, selon moi. Mais les deux ont bien paru. Vraiment, vraiment, vraiment. Combat de l'année, on va relativiser tout ça un peu. Je pense que c'est une façon d'expliquer que ça a été une belle surprise. Surtout parce que on a utilisé la technique Paul Heyman un petit peu qu'il faisait avec la ECW. Quand tu as un talent qui a des défauts, ben, tu caches ses défauts puis tu soulignes ses forces. Shaquille O'Neal, il pèse 350 livres puis il mesure 7 pieds. Tu peux pas faire autre chose avec lui que de juste dire que c'est un gros dominant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec Cody, il a été dominant, il a fait des slaps, il a fait des slams, tu sais, il n'allait pas là pour lutter, là, mais il a fait ses devoirs, il est allé au travers de la utiliser ses forces. Cool. C'est ça, le spot de table était cool, l'hommage à John Huber avec le powerbomb, c'était spot on. Un gars de 7 pieds qui fait un powerbomb à Cody, ça fait pas mal paraître le lutteur. Il a 150 livres de plus. Quand même qu'il n'y a pas de technique de lutte, sa main est grosse comme sa tête. Tu peux pas ne pas jouer sur ces cartes-là. Puis tu sais, j'ai pas dit Paul Heyman au hasard, c'est qu'il faisait... ECW, t'avais beaucoup de bons lutteurs, mais t'avais beaucoup de gars qui étaient juste comme un peu là pour... Parce que c'était des amis. Je pense à Big Sal, notamment, avec le FBI. C'est juste un gars de 400 livres qui transportait Tony Mamaluke sur ses épaules. Il servait juste à ça. Donc, tu sais, à chaque qui arrive, il sert à être un gros méchant qui domine, résiste à un coup de chaise du fils à Billy Gunn, et sa présence fait qu'on en parle. Et là, tu as les deux nouvelles-ish, là, ils sont présentes à la à All Elite, mais pas tant que ça, qui transportent le combat, parce que Cody était blessé en plus, on l'oublie, mais Cody est en semi-blessé, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Fait que tu as Jade Cargill et Red Velvet, qui, on s'entend, elle a une gimmick de nom de gâteau. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, là. Elle brasse un gâteau en arrivant, là. On est loin d'un produit fini. Mais l'espèce de... C'est la première démonstration réelle. Avec l'innovation. Hey, respecte Luna. C'est de légende. On l'aime beaucoup, Luna, malgré sa voix qui ressemble beaucoup trop à celle de son père. Mais tu sais, c'est ça. Tu lui donnes de la place. Puis quand je disais tantôt que la division féminine, elle manque d'amour,
C'est pas compliqué, t'as juste à ouvrir les lumières puis leur donner un spot de 20 minutes au début de la soirée. Puis c'est de ça qu'on parle. On parle du spot de table de chaque et tout ça. Mais là, moi, je vois je vois sur ESPN et tout ça, puis je vois Jade Cargill parce qu'elle est impressionnante, elle a un physique, elle a donné un bon combat, puis elle était la sidekick de Shaq. C'est juste ça que ça prend. Fais du buzz, laisse ton talent être talentueux dans le ring. Et là, on a 2 jeunes prospects qui, tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi, c'est ça. Je viens d'avoir un choix de première ronde. Ils ont fait un premier match. Ils ont bien joué. À cette heure, on construit là-dessus au lieu d'espérer des miracles à rien faire. Puis maintenant, on va oublier le gâteau. Puis on va avoir une lutteuse qui a une belle personnalité. Puis c'est un heureux hasard. Parce qu'on n'oublie pas, là, c'est Brandy qui était supposée être dans ce spot-là. Ouais. Si Brandy n'est pas enceinte, c'est elle, la partenaire de Cody. On est loin d'avoir ce spectacle-là parce que Brandy, même si elle s'entraîne, elle n'a pas vraiment un talent inné dans le ring. Elle fait son effort, elle est capable, mais elle n'a pas le hit factor naturel. Donc, on est heureux pour la famille Rhodes qui s'agrandit. Et on est heureux parce qu'en termes de lutte, on est ressorti gagnant d'avoir une remplaçante de qualité comme ça à la place de Brandy. Donc, chapeau. Bon, ben Mathieu, ça aurait été mon moment pour parler de Big Show. T'as spoilé tout ça tantôt. Fait que c'est à toi de remplir. No more Big Show. Moment culturel, Mathieu, les films côté 1, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, en fait, dans les 2 dernières semaines, on s'est tourné du côté de John Ford, c'est vraiment le cinéma classique américain. Donc, c'est même John Ford et les petits fruits, parce que la semaine passée, c'était les raisins de la colère, The Grapes of Wrath, et là, cette semaine, c'était My Darling Clémentine. Donc, les raisins, les clémentines. Donc, tu sais, moi, j'associe John Ford dans mon esprit au western. Grapes of Wrath, ce n'était pas du tout le cas. C'est une adaptation d'un roman de John Steinbeck sur la Grande Dépression. Vraiment, peut-être un petit peu long, mais vraiment très, très bien fait. C'est vraiment très, très efficace pour montrer la détresse qui était vécue par les gens durant cette grande crise économique-là. Du côté de My Darling Clementine, par exemple, là, on est dans un vrai western. Là. Ça se passe dans la ville qui s'appelle Tombstone. Le personnage principal, c'est Wyatt Earp. Donc, plein d'éléments qu'on associe à du western, mais je l'ai trouvé plate. Le film, je trouvais qu'il manquait de direction un petit peu. J'ai vu des meilleurs westerns côté 1, notamment le train sonnera toujours 3 fois, qui était de loin supérieur. Mais sinon, ma découverte culturelle la semaine, j'ai fini par plonger dans le fameux roman Ténèbres de Paul Kazak, qui est comme le roman qui fait le plus parler depuis l'année dernière. Au début, j'étais fâché de voir que ce roman-là attirait autant l'attention parce que je trouvais qu'il volait mon spotlight. Cela dit, en lisant, je suis comme, OK, dude, c'est clairement meilleur que moi, que ce que j'ai écrit. Donc, il réussit à toucher à du sublime avec ce roman-là, un roman sur la colonisation du Congo par la Belgique, une espèce de gros clin d'œil à Heart of Darkness de Joseph Conrad, mais un peu mise à jour, vraiment très, très, très réussi. Donc, je vous le conseille chaleureusement, Ténèbres de Paul Kazak. Ça en dit beaucoup sur la littérature quand tu parles du livre qui a peut-être le plus parlé depuis la dernière année, puis que moi, Stéphane, on fait comme hein? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis encore sur John. Je mettrai le lien dans les commentaires du Facebook, tu sais. Parfait. Ouais, hey, merci, messieurs. Toujours un plaisir de vous parler. On est tannés de se voir dans des fenêtres. On a hâte d'être en personne. Ben, c'est long. Cet été. On a. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, de continuer de commenter sur la page Facebook. On apprécie toujours lire vos opinions, même quand généralement vous avez tort. Et on a hâte de se revoir dès la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Adios.